Donc, merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir de vous parler ce midi. En fait, je vais recadrer très légèrement. On a réalisé une revue de la portée. C'est principalement ce de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Cette revue de la portée-là a été réalisée en collaboration avec Hélène Leseller, qui est une vétérane partenaire dans le projet. Notre processus d'adaptation du programme Agir pour moi, il est en cours et il inclut une équipe qui est beaucoup plus large que Hélène et moi-même. Donc, dans le fond, je vais essayer de parsemer cette présentation-ci de notre démarche actuelle, puis de faire référence à ce qui ressort avec la revue de la portée. Donc, en fait, ce qui nous amène à nous intéresser à cette adaptation-là, c'est que la prévalence de la douleur chronique est beaucoup plus élevée chez les vétérans que chez les civils. En 2021, on comptait 461 240 vétérans au Canada, puis on estime que la douleur va atteindre 40% d'entre eux. Toutefois, les programmes d'autogestion qui sont disponibles en ligne sont généralement conçus pour la population en général. Dans le contexte canadien, on peut penser à d'autres programmes qu'Agir pour moi. Il y a le programme TAPMI, par exemple, en Ontario, Manage My Pain, qui est une application, et le programme de Pain BC. Puis, à notre connaissance, aucun programme canadien en ligne ou disponible sur une application là, n'a été développé ou spécifiquement adapté pour cette population qui est démesurément touchée par la douleur. Donc, pour nous orienter dans notre propre démarche d'équipe, parce qu'on a l'intention et on est en train d'adapter Agir pour moi à la culture militaire, ben, on souhaitait aller explorer qu'est-ce qui a été fait dans d'autres cadres, potentiellement à l'extérieur du Canada, pour réaliser de telles adaptations. Donc, on a réalisé une revue de la portée qui explore la présence et la nature d'adaptation culturelle militaire dans les programmes et applications. Ceci s'intègre dans le cadre des activités de la chaire de leadership en enseignement, en sensibilisation, autogestion et soutien du bien-être pour les vétérans et leurs familles. Dans le cadre de cette chaire-là que je détiens, qui est à l'Université Laval, notre objectif, c'est de développer un ensemble cohérent de ressources en ligne qui vont venir soutenir autant les vétérans, les familles, les professionnels de la santé et les étudiants dans leur démarche pour contribuer en fait à mieux gérer la douleur chez les vétérans. Notre premier objectif, comme je vous l'ai un peu mentionné, dans le fond, c'est d'adapter Agir pour moi et ultimement, on souhaite également qu'il soit disponible dans les deux langues. Donc, pour le moment, Agir pour moi était développé et disponible en français, mais éventuellement, pour l'adaptation à l'intention des militaires, comme on a des militaires et des vétérans, comme on a une portée canadienne, ben à ce moment-là, on souhaite que ce soit disponible dans les deux langues. Il y a différents facteurs qui soutiennent l'adaptation culturelle dans ce contexte-ci. En fait, j'irai pas vraiment très en détail, mais on peut penser, par exemple, à la transition du système de santé militaire qui est administré par le gouvernement fédéral vers le système civil, hein, qui est régi par les provinces, qui va perturber, entre autres, la continuité des services au Canada pour les membres actifs qui transitionnent vers la vie civile. Puis dans ce contexte-là, en fait, les vétérans qui sont atteints de douleurs chroniques font souvent référence à des défis importants durant la transition. Puis plusieurs vont rapporter des difficultés à accéder à des soins culturellement compétents qui vont répondre à leurs besoins spécifiques. On voit dans le fond que les besoins peuvent être différents de ceux de la population civile. Notre démarche de revue de la portée avait été enregistrée sur OSF Registries, mais dans le fond, l'article est accepté pour publication cette semaine. Donc, l'article va être éventuellement disponible dans le Journal of Military and là, je suis en train de le débaptiser, Veteran Family Health. Il me semble que c'est ça. Euh,
Donc voilà. Notre question, en fait, principale, c'était le programme d'autogestion de la douleur, les programmes d'autogestion de la douleur chronique en ligne ou basés sur des applications qui sont utilisés dans des études auprès des vétérans, sont-ils adaptés à la culture militaire? Donc, pour être inclus, dans le fond, les programmes n'avaient pas à être adaptés. On voulait juste voir quand c'est utilisé auprès de vétérans dans un cadre de recherche. Est-ce que les équipes ont utilisé quelque chose qui avait été vraiment adapté à cette population-là? Si la réponse est oui à cette première question-là, quelles adaptations spécifiques ont été intégrées dans ces programmes? Puis, quels sont les effets spécifiques des adaptations culturelles? Donc, pas l'effet spécifique du programme, mais bien des adaptations culturelles militaires sur l'expérience de l'utilisateur, l'engagement des participants, leur motivation, leur satisfaction, leur perception de la pertinence ou de l'adéquation culturelle. Et dans ce cadre-ci, en fait, l'adaptation, ce qu'on entend par adaptation culturelle, là, c'est concevoir des contenus ou des composantes d'intervention de façon à bien refléter les besoins et les préférences culturelles de la population ciblée. Nous avons inclus des études dont les participants étaient des vétérans qui ont servi dans n'importe quelle branche des forces armées et qui vivent avec la douleur chronique. Puis, ça pouvait également être vu de façon un petit peu plus élargie, c'est-à-dire des fois l'intervention s'adresse aux vétérans, mais ça peut inclure des membres de la famille également. Donc, ces articles-là étaient inclus. Puis, si les études impliquaient à la fois des membres actifs et des vétérans, ces études-là étaient également incluses à condition que l'autogestion de la douleur chronique soit vraiment au cœur de l'intervention. Je ne passerai pas vraiment par souci de temps, là, je vous décrirai pas tous nos critères d'inclusion-exclusion et notre stratégie de recherche, mais vous allez pouvoir retrouver l'article qui sera publié bientôt dans le Journal of Military Veteran and Family Health. Je vous présente mon Prisma. Je suis consciente que c'est vraiment très, très petit. Ce vers quoi je veux attirer votre attention, en fait, c'est que on avait au départ identifié 248 sources dont les titres et les résumés ont été examinés. Et parmi ces sources-là, 11 répondaient à nos critères d'inclusion et ont été retenus pour extraction. On a inclus 5 études expérimentales non randomisées, 2 essais contrôlés randomisés, 2 études qualitatives, puis 2 études qui adoptaient un devis mixte. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que 9 des 11 études ont été publiées entre 2020 et 2024. Puis les 2 autres en fait, étaient publiées en 2017, ce qui reflète quand même un intérêt grandissant pour le sujet, en fait, pour l'adaptation de ces programmes-là à l'intention de nos vétérans au cours des dernières années. Même si on n'avait pas de restrictions en termes géographiques là, de la provenance des études, 9 études avaient été réalisées aux États-Unis, puis 2 au Canada. Donc, à notre première question, la réponse était, en fait, est-ce que les applications et les programmes en ligne d'autogestion de la douleur chronique étaient adaptés à la culture militaire? Il y a 10 études qui rapportent que l'intervention était à l'intention d'une utilisation, en fait, pour une utilisation par les vétérans. Mais il y a juste une des études qui a vraiment détaillé la description du processus d'adaptation. Malgré tout, on a pu quand même identifier différentes adaptations à travers les études. Là, ça n'a pas été problématique sur ce plan. Et il y a une des études qui a été réalisée qui a mentionné en fait avoir utilisé une application, qui est l'application Curable, qui n'était pas du tout adaptée à la culture militaire. Donc, dans le fond, c'est une application qui était utilisée pour tous. Un des premiers éléments qui ressortait, en fait, là, on a identifié, puis ensuite on a classé l'information selon la taxonomie de l'adaptation culturelle des interventions pour les troubles mentaux basés sur Internet et les technologies mobiles. Cette taxonomie-là, dans le fond, a 17 composantes. Et la première, c'est les personnes qui sont illustrées à travers les programmes.
Donc, c'est un des éléments d'adaptation. Puis, ça pouvait se refléter par l'intégration de personnes, de récits ou de scénarios, par exemple, en lien avec les expériences vécues par les vétérans. Et il y a trois études qui se sont appuyées justement sur l'expérience des vétérans pour rendre les programmes plus pertinents, plus personnalisés pour cette population spécifique-là. On peut voir ici, en fait, l'élément intermédiaire, là, c'était dans l'étude par Ivory qui utilisait Curable, qui n'était pas adapté. Puis, justement, ce qui ressortait, c'était que le contenu conçu pour la population générale, comme c'était le cas dans cette étude-là, a posé des difficultés aux participants vétérans. Donc, la plupart ont eu du mal à s'identifier aux histoires, aux exemples, par exemple, qu'ils percevaient comme étant vraiment déconnectés de leur propre expérience. Un deuxième type d'adaptation, c'était les activités qui étaient illustrées. Donc, le programme tiré de l'étude de Brins intégrait des exemples pertinents pour le milieu militaire, pour définir la pleine conscience puis en démontrer l'utilité dans le contexte. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont utilisé à travers l'étude. Un autre élément, en fait, qui est ressorti, mais qui était très, très peu documenté, c'est l'adaptation sur le plan du langage qui est utilisé. Donc, la plupart des études n'ont pas mentionné avoir adapté leur programme au style de communication ou au langage plus propre au milieu militaire ou au contexte des vétérans. Les études qui en ont fait mention se sont appuyées sur l'expérience de cliniciens ou de formateurs expérimentés auprès de la population militaire pour modifier ou créer le contenu en conséquence, mais aucun exemple ou description vraiment spécifique a été fourni. Fait qu'on reste tout le temps dans quelque chose qui est très en surface en disant, ben, le langage a été adapté de façon à réduire ce qui était perçu comme étant mal aligné finalement avec la culture militaire, où il y a eu des changements dans le langage utilisé, mais sans jamais nommer ou bien identifier ce que ça implique. Sur le plan de, puis en fait, c'est dans cette étude-là qu'il y a une réelle description du processus d'adaptation. Donc, elle revient de façon fréquente, là. Le programme a été je vous dirais, réduit dans son ampleur, dans sa durée également. Donc, on est passé, par exemple, de six séances hebdomadaires de 75 à 90 minutes à des périodes plus de 65 à 75 minutes, ce qui reflète l'importance accordée à la structure, à l'efficacité. Donc ça, c'était quelque chose quand même de récurrent. Ils voulaient qu'on réduise le contenu, que ça aille plus directement au but et que finalement le programme soit plus court. C'était un élément qui ressortait. En termes de fonction, il y a des éléments qui sont ressortis. D'un autre côté, en fait, l'amélioration de ces fonctions-là, puis là, on peut penser à bon, l'interactivité multimédia ou à la facilité d'utilisation. Ça fait, bien que ça fasse partie de la taxonomie, c'est des informations qu'on a recueillies qui ne semblent vraiment pas très spécifiques aux vétérans et qui pourraient s'appliquer à la population en général. Donc, souvent, on va, par exemple, demander d'ajouter des éléments audio ou vidéo. Et nous, dans le fond, c'est quelque chose que l'on prend très, très à cœur dans le cadre de notre démarche d'adaptation d'Agir pour moi. Ce matin encore, j'étais en train de filmer un témoignage avec un vétéran et plusieurs petites sections de son témoignage vont être incluses dans notre programme adapté parce que ça vient normaliser la situation de d'autres vétérans, parce que le langage utilisé est plus cohérent, entre autres choses, puis parce que, dans le fond, c'est un vécu souvent qui est partagé par les utilisateurs. En termes de design et d'esthétique, en fait, la seule élément qui est ressorti, justement, là, c'est quelque chose de très, très en surface, donc du feedback qualitatif pour des petits changements de couleur ou d'image, mais c'est pas très clair à savoir est-ce que ces ajouts-là ou ces changements-là avaient une signification culturelle pour les vétérans.
Et dans notre contexte, en fait, ce qu'on tente, c'est vraiment de changer l'identité visuelle du programme avec une graphiste et toujours en partenariat avec des vétérans partenaires pour que ça ait davantage une signification finalement, les choix que l'on fait, autant sur le plan des images que des couleurs que de l'identité visuelle. Parmi les études, il y a différentes méthodes qui ont été utilisées pour obtenir l'information sur l'adaptation. Donc, ça faisait partie des composantes procédurales. Les études ont utilisé différentes méthodes structurées, des méthodes de Think Aloud, par exemple. Puis même si ces approches-là ont fourni des perspectives centrées sur l'utilisateur, les données ont été vraiment principalement recueillies après le développement des programmes. Donc, c'est comme si ça répondait davantage à une évaluation générale de la faisabilité, de l'utilisabilité, de l'utilité. Donc, c'était pas toujours, disons, aligné avec une adaptation culturelle. C'était pas nécessairement l'objectif. Puis par ailleurs, dans le fond, ce que l'on voyait, c'était que parmi les personnes impliquées dans le processus d'adaptation, souvent les vétérans, s'il y en avait, et c'était quand même rare, étaient impliqués comme après coup. Ils faisaient pas partie de l'équipe de développement. Ça a été le cas, en fait, il y a dans l'étude de Brands où, oui, les trois groupes étaient nommés et des vétérans faisaient partie de la démarche, mais souvent, c'était plus par après, finalement. Et en ce qui concerne les effets spécifiques des adaptations culturelles, malheureusement, aucune étude n'a exploré ces éléments-là. Il y a certaines qui ont, comme je l'ai mentionné, impliqué qui ont réalisé des évaluations quantitatives ou qualitatives des programmes, mais c'était toujours en lien avec le programme dans son ensemble et non pas en lien avec les adaptations culturelles. Donc, si vous êtes intéressé à en apprendre davantage, autant sur notre démarche que sur l'article qui sera très bientôt publié, ben, je vous invite à communiquer avec moi.